Et donc le médecin a dit vous ferez pas partie des plus minces. Alors c'était peut-être pas ça que j'avais besoin d'entendre. Il y a un premier point qui se retrouve beaucoup chez les femmes, mais qui existe aussi chez les hommes, le rapport au corps. Pour moi, c'est l'un des premiers trucs qu'il faut travailler dans les sports d'endurance, parce qu'on l'a bien compris, rapport poids-puissance, le calcul est vite fait, plus je suis léger, plus je cours vite. Ouais, mais tu vas pas forcément courir longtemps. J'ai lancé une marque de vêtements, mais je pense que tout entrepreneur qui écoute va prendre son meilleur fou rire. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Peace and Flow. Aujourd'hui, j'accueille Mélanie Fréchon, une triathlète et diététicienne du sport. Elle a également fondé Foxit, une marque de nutrition innovante à destination des sportifs d'endurance. Parmi tout ce que vous allez découvrir dans cet épisode, le rapport au corps chez les sportifs d'endurance est l'erreur numéro 1 que commettent beaucoup d'entre eux. Les bases de l'alimentation du coureur pour performer tout en respectant sa santé. Et pour finir, une anecdote sur le jour où elle a rencontré Camille Muffat. Sur ce, je ne vous en dis pas plus et je vous laisse apprécier mon entrevue avec Mélanie Fréchon. Bonjour Mélanie, merci d'avoir accepté mon invitation. Salut Elodie, merci beaucoup pour l'invitation. Est-ce que je peux te laisser te présenter pour démarrer s'il te plaît ? Oui, avec plaisir. Alors, donc, je m'appelle Mélanie Fréchon, je suis diététicienne du sport. J'accompagne aussi maintenant la nutrition pédiatrique, mais je crois qu'aujourd'hui on va plutôt parler nutrition du sport. Je suis la fondatrice de la marque Foxit, donc une marque de nutrition du sport à destination des sportifs d'endurance. Tout tourne un petit peu autour du sport d'endurance chez moi parce que je viens du monde du triathlon, donc autant dire que le sport, il y en a comme il faut. Je suis très contente d'être là pour le podcast et puis voilà pour ma petite présentation. Ok. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu c'est quoi toi ton histoire avec le sport ? Qu'est-ce qui fait que tu t'es pris de passion justement pour les sports d'endurance et pourquoi de la nutrition du sport en particulier ? Ok, alors du coup, pour répondre à la première question sur la partie du sport, donc moi j'ai toujours baigné dans le sport, j'ai une maman qui a fait de l'athlétisme très longtemps, qui en a fait beaucoup à bon niveau et qui a terminé sur marathon, donc là autant dire que la course à pied, je la connais depuis que je suis toute petite. Mes premiers footings avec elle, je les ai faits, j'avais 5 ans, donc autant dire que ça a tout de suite démarré là. Avant les sports d'endurance, j'ai fait énormément de danse. Donc, en parallèle des footings que je faisais avec ma maman le dimanche matin, j'allais à la danse tous les mercredis après-midi, puis après tous les lundis, puis toute la semaine. Je suis passée au conservatoire, j'ai fait une dizaine d'années au conservatoire, j'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de danse. Il y a 3 ans, tout a un peu explosé en vol parce que je m'y retrouvais plus, parce que l'ambiance me correspondait plus, parce que il y avait rien qui allait, voilà. J'y allais avec la boule au ventre, je ressortais en pleurs, donc je me suis dit il y a un moment où peut-être que ça me correspond plus vraiment. C'est ce qui m'a défini pendant des années, donc ça a été très difficile d'arrêter, mais j'ai du coup arrêté la danse en février 2022. Ça m'a fait un bien fou. Et en parallèle de ça, j'avais démarré le triathlon en septembre 2021. Et en fait, je me retrouvais vraiment beaucoup plus dans le triathlon. C'était juste, c'était un sport juste. Tu fais un meilleur chrono, t'es devant. Tu fais un moins bon chrono, t'es derrière. À la danse, tu peux danser 4 fois mieux que celle de devant, mais si ta tête, elle plaît moins à la prof, tu seras quand même derrière. Donc, c'était un truc, pour moi, le triathlon, c'était juste. Il y avait beaucoup moins de filles, et on a beau dire, mais un groupe de filles et un groupe de mecs qui s'entraînent, ça n'a rien à voir. Et donc, dans le triathlon, je m'y retrouvais beaucoup plus. J'ai fait des courses où j'étais. Des sensations qui étaient exceptionnelles que je retrouvais plus à la danse. Donc voilà pour la partie sportive. Après, j'ai toujours fait beaucoup de sports. Je suis pas du tout habile dans tous les sports de ballon et tous ces trucs-là. Je suis une catastrophe. Par contre, dès qu'il s'agit de faire un sport avec mon corps et pas d'autres accessoires supplémentaires, ça se passe plutôt bien en général. Et j'adore ça. Aujourd'hui, je m'entraîne entre 10 et 12 heures semaine. Donc voilà. Pour ce côté-là, tout se passe très Ok. bien. Et pour la partie nutrition, alors moi j'étais une ado qui était, je pense, comme beaucoup d'ados, je dis je pense, aujourd'hui j'ai des mots cabinets, donc non, je pense pas, je suis sûre, comme beaucoup d'ados, plutôt mal dans ma peau, autour de 14-15 ans, la puberté qui est passée, je suis passée d'un corps tout fin, il y a eu des formes qui sont arrivées comme ça, je sais pas trop d'où, et c'était très bizarre, j'ai rien compris à ce qui m'est arrivé dans la vue. J'ai commencé à avoir des vergetures, je me suis dit c'est quoi ce truc ? Et donc, on a été voir mon médecin généraliste pour lui demander comment on fait, qu'est-ce qui se passe. Et puis, certes, je suis
dans une fratrie de 3 enfants, mais je suis la première fille. Donc, c'est vrai que pour ma maman aussi, c'était nouveau. Donc, elle m'a dit, bah attends, on va aller voir un médecin, il va nous aider à trouver ce qui est le plus adapté, en fait. Et donc, le médecin a dit, bah vous ferez pas partie des plus minces. Alors, c'était peut-être pas ça que j'avais besoin d'entendre. Donc, il m'a envoyée vers une diététicienne exceptionnelle, avec qui j'ai eu le déclic de moi, mon métier, parce qu'elle m'a proposé un rééquilibrage alimentaire, elle m'a donné les 2-3 bases de l'alimentation. Et en fait, derrière, ma vie, elle s'est transformée, parce que j'ai compris que si je pouvais m'alimenter et que ça correspondait à mes besoins, je pouvais être en bonne santé, je pouvais aimer mon corps. Je me suis remise, j'ai découvert le renforcement musculaire à ce moment-là aussi. Alors, jamais fait de musculation, mais le renforcement musculaire, oui. Et en fait, elle a changé, enfin, pour moi, elle a changé ma vie, cette période-là. Et donc, j'ai dit, mais moi, c'est ça que je veux faire. Moi, je veux aider à ce que les gens se sentent bien comme ça. C'est ça, moi, que je veux faire dans ma vie. Et donc, ça, j'avais 15 ans et j'ai regardé les écoles, j'ai regardé les études et ça n'a jamais bougé. Et aujourd'hui, je suis diététicienne du sport. Ok, c'est intéressant. Est-ce que tu peux développer justement un petit peu en quoi cette personne, elle t'a aidé? Enfin, c'est quoi pour toi une bonne diététicienne? Alors, j'ai fait des erreurs quand j'ai démarré, ça c'est sûr, et je pense que j'en fais encore et je m'en rendrai compte plus tard. Mais en tout cas, je me suis améliorée et je fais en sorte que chaque consultation s'améliore. Une bonne diététicienne, pour moi, c'est une diététicienne où on n'impose pas de plan, on n'impose pas de restrictions. L'alimentation, moi, ce que je dis souvent à mes athlètes et à mes patients, c'est qu'on va se nourrir jusqu'au dernier jour de notre vie. Donc, ça ne peut pas relever de la contrainte. Il faut que l'alimentation soit un plaisir et que ça nous permette de nous nourrir et de nous tenir en bonne santé. C'est ça le rôle de l'alimentation. C'est que ça nous fournisse suffisamment de carburant pour faire notre activité physique quotidienne. Soit on est un travailleur avec beaucoup d'activité physique, soit c'est juste notre sport quotidien. Mais c'est ça l'alimentation. C'est pas manger 102 grammes de coquillettes et 18 grammes de jambon. C'est pas ça. Donc une bonne diététicienne, pour moi, c'est une diététicienne qui donne des clés pour que derrière, on puisse réagir à toute situation. Donc sur les sensations alimentaires, par exemple, bah là, j'ai pas faim, mais c'est quand même l'heure de manger. Alors que tu m'as dit de manger que quand j'avais faim. Ouais, mais du coup, on va trouver aussi des solutions pour ces fois-là. C'est bah là, j'enchaîne l'apéro dînatoire chez mes potes et demain, c'est repas de famille. Je fais comment? Eh ben, on s'adapte, on trouve les bons repas pour que tu profites de ces moments-là. Et si t'as pas faim entre deux, bah tu manges pas, c'est pas grave. Tu t'hydrates bien. Et puis, par contre, si t'as faim entre les deux, allons-y, on fait un repas et c'est parti. Et, euh, et c'est surtout quelqu'un qui s'adapte et qui personnalise. On peut pas fournir le même programme à tout le monde. D'ailleurs, parler d'un programme en nutrition, c'est toujours compliqué. Mais on peut pas fournir les mêmes conseils à tout le monde, bien qu'il y ait des conseils de base. Mais voilà, faut savoir s'adapter à la personne qu'on a en face de nous. Et parfois, la personne en face de nous, elle n'est pas prête à faire tel ou tel effort. Et ben, on s'adapte et on trouve d'autres choses. Ok. Si on se focus un petit peu plus du coup sur la partie nutrition, je dirais du sportif, en Ouais, particulier sportif d'endurance, du coup, ce serait quoi un petit peu, tu l'as dit, il faut adapter bien sûr ouais. en fonction de chacun, mais ce serait quoi un petit peu le socle commun, les bases à respecter si on veut, on va dire, avoir une alimentation santé et au service de notre sport? Ouais. Alors, il y a un premier point qui se retrouve beaucoup chez les femmes, mais qui existe aussi chez les hommes. Le rapport au corps, pour moi, c'est l'un des premiers trucs qu'il faut travailler dans les sports d'endurance. Parce qu'on l'a bien compris, rapport poids-puissance, le calcul est vite fait. Plus je suis léger, plus je cours vite. Ouais, mais tu vas pas forcément courir longtemps. Prévention des blessures, etc., etc. Donc pour moi, il y a un premier travail sur le rapport au corps à faire en se disant que si l'IMC dit que vous êtes en léger surpoids, alors déjà l'IMC c'est une donnée qui ne sert à rien en tant que telle à elle toute seule. Sinon, tous les rugbyman de notre équipe de France sont quasiment en obésité. Or, on se débrouille plutôt bien. Donc, chez le sportif, en tout cas, l'IMC veut vraiment rien dire. Donc, ce truc de rapport au corps, et après, pour parler beaucoup plus pratico-pratique sur l'alimentation, avoir un apport en féculents qui soit suffisant, notamment les jours où il y a entraînement. Un apport en protéines pour tout ce qui est musculaire, réparation musculaire, mais aussi résistance à l'effort. Et un apport en lipides à pas négliger, parce que le gras est souvent pointé du doigt, mais quand même un petit peu important, notamment pour tout ce qui est transport de certaines vitamines, au niveau hormonal. Voilà. Donc tout ça, c'est important.
Après, l'idée, c'est d'avoir de toutes les familles d'aliments. On n'en supprime pas une, on n'en ajoute pas une. L'idée, c'est d'en avoir enfin, voilà, de profiter de tout, d'avoir une alimentation qui est diversifiée. Euh, voilà, pour les bases. Après, je pense qu'il y a au niveau du timing où c'est important à l'effort, sur des efforts plus d'une heure, d'avoir un apport en glucides pour avoir de l'énergie ou des choses comme ça, suffisamment s'hydrater. Et puis, en post-effort, penser à la récupération qui passe aussi par la nutrition. Notamment, en post-effort, on pensera à un apport en protéines et en glucides. OK, c'est intéressant. Quand tu parles, justement du rapport un petit peu, poids, est-ce que c'est d'un point de vue, performance en général selon les cas que toi tu as? Ou c'est plus, vraiment un rapport au corps, en lui-même et qui peut être, même peut-être amplifié par la pratique sportive finalement? Alors, de prime abord, on me le présente très très souvent comme je voudrais performer plus, faut que je perde du poids. Et en creusant un petit peu, parce que c'est aussi ça le métier de diététicienne, il y a une grosse partie psychologique, hein, il y a une grosse partie discussion et échange avec les personnes. Et en général, en creusant un petit peu, on se rend compte que c'est pas que pour performer. Que cet été, il va quand même falloir se mettre en maillot de bain sur la plage et qu'en fait, j'aimerais bien être un peu plus affûtée, mais pas pour aller plus vite aux 10 km. Et du coup, je dirais que c'est plutôt ambivalent et que c'est, en tout cas dans ce que je vois, alors, je vais parler dans la partie sport santé, dans ce que je vois, la pratique sportive est plutôt une couverture, en se disant je veux m'affûter pour mieux perfer. En réalité, il y a plutôt un objectif d'être ce qui leur permettrait d'avoir une meilleure image d'eux, ce qui n'est pas le cas, mais ça, il faut le travailler parce qu'on est persuadé que si on a 5 kilos de moins, on sera plus heureux dans la vie et tout ira mieux. Non, c'est faux. Donc ça se travaille. Par contre, après, chez certains sportifs de haut niveau que j'accompagne, je pense notamment en cyclisme, j'en ai quelques-uns et quelques-unes, où là, pour le coup, c'est vraiment du rapport poids-puissance, le vélo d'autant plus, euh, où là, où on se dit, il faut que je sois le plus léger possible, et là, il faut faire attention à toutes les dérives. Ça me fait mal au cœur, mais de certains préparateurs physiques aussi. Faut faire attention à tout ça parce que un taux de masse grasse à 6% chez une femme, c'est pas normal. Donc, même à haut niveau. Et là, pour le coup, c'est vraiment l'aspect perf qui prend le dessus. C'est pas du tout l'aspect physique, c'est l'aspect perf. OK, c'est intéressant. Est-ce que tu distingues est-ce que tu vois des différences entre, les hommes et les femmes à ce niveau-là? Peut-être, parce que là, Énormément. dans tu vois, de premier abord, j'aurais tendance à dire peut-être plutôt les femmes seraient dans ce rapport au corps plutôt, alors que des hommes, ça serait dans un point de vue de performance. Est-ce que c'est une fausse croyance ou pas? Non, non, pas du tout. J'aimerais bien que ce soit une fausse croyance, mais pas du tout. On a un rapport au corps qui est très différent. Euh, pour caricaturer un petit peu, et vraiment un petit peu parce que c'est vraiment ce qui se retrouve, la femme veut manger le moins possible pour être le plus mince possible. Et l'homme a tendance à être prêt à manger plus s'il prend de la masse. Les femmes, on a... Alors, c'est encore une fois, c'est des dictats de société, hein. C'est quelque chose qui doit évoluer, qui commence doucement à bouger, mais ce serait bien, en tout cas, mais les femmes ont plus de mal à accepter de prendre de la masse, ont plus de mal à accepter de prendre de la masse musculaire et cherchent plutôt à être affûtées, mais pas trop musclées, mais plutôt minces. Or, il n'y a pas de souci à être une femme plutôt musclée, y a pas de souci, mais c'est vrai que c'est des problématiques qui sont complètement différentes entre un homme et une femme. OK, c'est intéressant. Au-delà de l'aspect, poids, c'est quoi un petit peu les signaux d'alarme qui fait qui pourraient laisser penser qu'un sportif ne mange pas assez? Et j'ai même une double question par rapport à ça. Est-ce que, forcément ça se traduit par un poids qui est trop bas? Ou est-ce qu'on peut avoir un poids, globalement normal, mais être quand même en sous-nutrition? Oui. Alors, pour répondre à cette question-là, donc la réponse est oui sur avoir un poids normal et être en sous-nutrition. Typiquement des personnes qui peuvent par exemple boire beaucoup, ou au contraire des personnes qui boivent pas beaucoup et qui font beaucoup de rétention d'eau. Et donc sur la balance, ça fait un poids normal. Par contre, en termes de nutrition, on n'y est pas toujours. Après, en termes de signaux d'alarme, la blessure, c'est un gros signal d'alarme. Il faut voir comment est construit l'entraînement parce qu'il faut écarter le risque, par exemple, de surentraînement ou de choses comme ça. Mais la blessure est un très un gros red flag. On a aussi le manque d'énergie, la fatigue.
Alors, une fois que la partie sommeil et surentraînement a été écartée, en général, la nutrition, elle est pas très loin et elle peut être améliorée. Plusieurs sous-performances de suite avec une préparation qui a été hyper optimale. J'ai fait toutes les séances. Alors, il faut que ce soit vu de manière très objective, hein. C'est en général plutôt un œil extérieur qui dit bah factuellement oui, toutes les séances ont été faites et réussies dans les bonnes allures et bah, t'as dormi globalement 7 heures par nuit et ça n'a pas perfait à la fin. Peut-être qu'au niveau nutritionnel, il y a des choses qui peuvent être travaillées. Sur les red flags, c'est principalement ça. Au niveau du poids, bah évidemment, hein, le poids compte, mais je dirais que c'est un indicateur qui est un peu évident. Pour les autres, ils sont moins évidents. Et voilà. Ok. C'est quoi les erreurs les plus fréquentes que tu vois encore une fois, dans l'alimentation au quotidien du sportif d'endurance? Et ce serait quoi un petit peu les carences aussi que tu retrouves le plus souvent et qui seraient à surveiller? Alors, au niveau des erreurs que je vois le plus souvent, il y a le fait de ne pas manger assez, ça c'est sûr. Le sportif d'endurance a des dépenses énergétiques qui sont énormes. Je pense en course à pied, en cyclisme, en triathlon, il y a des dépenses énergétiques qui sont énormes. Et en général, c'est Anne-Sophie Pierre qui en parlait, c'est une triathlète. C'est elle qui en parlait. Et là, elle était en stage à Gironne pendant 2 semaines. Et en fait, elle a mis des photos de ce qu'elle mangeait pendant qu'elle était en stage. Et en gros, elle a eu plein de commentaires de lui dire mais c'est énorme tout ce que tu manges alors que tu es en triathlon, etc. Bon, alors déjà, personne n'a jugé l'alimentation de quelqu'un d'autre. Ça, c'est un autre point. Mais en fait, il y a une telle dépense énergétique qu'en général, sur des périodes où là, elle est à 30 heures d'entraînement semaine, c'est très difficile de combler tous ces apports-là. Elle s'entraîne 2 à 3 fois par jour et c'est très difficile de combler tout ça. Donc, elle expliquait, et c'est un conseil qui est très bon, de manger suffisamment pendant les séances pour, au final, répartir au maximum l'apport. Donc dans les erreurs, je dirais qu'il y a celle-ci. Je dirais que il y a aussi le manque d'informations, mais ça c'est pas c'est pas de leur faute parce qu'aujourd'hui en nutrition, tout le monde a considéré qu'il avait son mot à dire sur quoi que ce soit. Donc sur internet, on peut trouver tout et son contraire. Et pour le coup, c'est pas façon de parler. Chaque information, on peut trouver l'information inverse sur internet. Donc c'est un petit peu compliqué d'y voir clair. Et après, comme autre erreur, je dirais assez fréquente, c'est le fait de ne pas préparer, le fait de ne pas avoir de semaine pré-compétition en nutrition. Donc d'arriver à la course en n'ayant pas changé l'alimentation jusqu'à la veille, là ça peut poser problème dans le sens où si on ne prépare pas son alimentation, ça peut être des troubles digestifs à l'effort. On fait une période d'affûtage sur la préparation physique, autant en faire une aussi sur la nutrition. Ok, ouais, c'est intéressant. Et pour répondre à ta question sur les carences, alors, carence en protéines, je dirais que, moi je trouve, par rapport à toutes les personnes que je vois, il n'y a pas tant de personnes qui sont en dessous des quotas en protéines. Il y en a, je dis pas qu'il n'y en a pas, mais c'est pas le truc que je vois le plus. Là où je vois le plus de carences, c'est plutôt sur des micronutriments. Je pense au magnésium, par exemple. Le magnésium, pour atteindre les recommandations, il faudrait boire 1 litre d'épargne par jour, et autant dire que personne ne fait ça. Donc là, passer par du complément alimentaire peut être intéressant. La vitamine D qui peut être en manque. Et je vois plus de carences sur du micronutriment que sur des macros comme protéines, lipides et glucides. Ok. En fer, par exemple, c'est quelque chose que tu retrouves assez fréquemment chez les sportifs, Alors le fer, sportives encore plus. ouais, le fer, je le retrouve plutôt chez la femme. Moi, ce que je dis souvent sur le fer, c'est que le tardiféron qui est proposé par les médecins, très souvent a un effet laxatif horrible pour les femmes. Donc il existe d'autres formes de fer qui sont 10 fois mieux assimilées, qui n'ont pas d'effet laxatif. Donc pensez à poser la question. Alors pas forcément le médecin si le médecin connaît pas d'autres formes, il pourra pas vous les indiquer. Mais sachez qu'il existe d'autres formes de magnésium mieux assimilées. Je pense au fer. Alors le nom scientifique c'est bisglycinate, mais voilà, qui est mieux assimilé et qui est une bonne forme et qui n'a pas d'effet laxatif. Ok. Tu recommandes de faire des bilans sanguins assez régulièrement? Alors, au niveau des bilans sanguins, je dirais 1 fois par an, celui du médecin, ça convient très bien. Contrôler la glycémie, le cholestérol, savoir si tout va bien.
Sur les dosages en vitamines et minéraux, c'est pas toujours le plus précis et pas remboursé par la Sécu. Donc voilà, le faire par contre, il faut le faire. Si, notamment chez les femmes, s'il y a des grosses menstruations, des choses comme ça, il faut vraiment le surveiller parce que ça peut être dangereux pour la santé quand même. Donc il faut vraiment le faire. Et après, un petit point de vigilance sur les tests sanguins au niveau de ce qu'on appelle les tests immunoglobuline G, qui sont les tests pour découvrir les intolérances qui ne sont pas fondées scientifiquement. La Fédération française d'allergologie a fait un rapport sur le fait que ça ne servait à rien en fait. Donc voilà, vigilance sur ce côté-là. Par contre, on peut trouver les intolérances via des tests alimentaires. Ok. Pour revenir sur ce que tu disais sur l'erreur principale qui est le fait de ne pas manger assez, Ouais. concrètement, comment on fait pour estimer ses besoins? Est-ce que c'est quelque chose que tu recommandes d'ailleurs pour avoir un ordre d'idée ou est-ce que le meilleur indicateur finalement ça reste la sensation de faim et de satiété? Alors, mon premier discours et ma première intention sera toujours de donner comme repère la sensation de faim et la sensation de satiété. Et en consultation, on travaille des exercices pour bien ressentir la faim, bien la satiété, parce que c'est le compteur calorique de notre organisme, il est fait pour ça et il fonctionne très bien. Si on prend un bébé qui n'a jamais été modifié, ou son comportement alimentaire n'a jamais été modifié, jamais on va forcer un bébé à finir son biberon ou des choses comme ça, chose qu'on fait nous en tant qu'adultes et qui du coup modifie le comportement alimentaire. Donc le premier indicateur sera toujours ça. Dans un cadre de sport santé, pour moi, l'indicateur reste sensation de faim et satiété. Et à partir du moment où il y a un souhait de performer sur une compétition X ou Y, ça peut être intéressant de vérifier histoire de ne pas être en sous-nutrition notamment, mais de le faire intelligemment et pas notamment avec les applications de comptage de calories où en général la dépense énergétique est sous-estimée et du coup les rapports sont pas forcément les bons. Et en plus, pour les sportifs, on compte pas de la même manière qu'on compte pour la population générale les apports en nutriments. Donc les calculs sont différents. Donc plutôt, si vous voulez les calculer, se rapprocher d'un ou d'une diététicienne spécialisée dans le sport qui vous donnera les bons rapports. Et sinon, faim et satiété restent des bons indicateurs, même dans ce cas-là. Ok. Tu vois, par rapport à ça, à la sensation de faim et de satiété, tu vois, j'ai remarqué que, alors je pense que je suis pas la seule dans ce cas-là, que sur des séances d'intensité, ça a plutôt tendance à me couper l'appétit, Ouais. alors que sur des footings, c'est moins le cas. Ça, au contraire, ça augmente l'appétit, alors pourtant la dépense est moins importante. Du coup, bon, j'imagine que c'est un peu du bon sens. Tu te dis, si tu as plus travaillé dans la journée, tu vas plus manger, mais comment tu fais un petit peu pour dealer avec ça? Et qu'est-ce qui Alors, explique d'ailleurs ce phénomène-là? ouais. Alors l'intensité, ce qui va expliquer que le fait que ça nous ferme entre guillemets l'appétit, enfin en tout cas ça l'ouvre pas, c'est en général ça l'ouvre mais plus tard. Et quand ça l'ouvre, on a plutôt déjà mangé en général. Mais parce que sur des séances d'intensité, on va avoir alors pas tout le sang, faut pas imaginer que tout s'en va, mais une bonne partie du sang va plutôt irriguer les muscles plutôt que le système digestif. Donc le système digestif, en gros, c'est pas la priorité là maintenant tout de suite. Là, vu l'effort qui est en train d'être produit, la priorité, elle est donnée aux muscles. Et donc, euh, le système digestif sera pas forcément alerte pour manger dans l'immédiat. Là où sur de l'endurance, le sang il est un peu partout parce que si on a une endurance fondamentale, de la vraie endurance fondamentale, ça ne demande pas une grosse dépense énergétique, donc le corps il sait gérer en gros. Donc effectivement, ça lui puise de l'énergie, mais là il est alerte pour envoyer tout de suite le signal de là j'ai faim, c'est l'heure de manger, ce qui est pas le cas sur une séance d'intensité. Par contre, sur une séance d'intensité, même si on n'a pas faim, moi je recommande quand même de prendre une collation en post-effort s'il n'y a pas de repas dans l'heure qui suit le repas, non, l'heure qui suit l'entraînement, pardon, euh, pour favoriser la récupération et favoriser la reconstruction musculaire. Donc, si on est sur une collation, on part sur un truc à base de protéines et de glucides. On recharge les batteries de glycogène avec, et comme ça, on est bon pour repartir. OK, c'est intéressant. Pour parler un peu plus, alimentation en course maintenant, Ouais. on voit qu'il y a pas mal de différences, tu vois? Si on est par exemple plutôt sur un marathon, donc qui reste relativement «court» entre guillemets Ouais. et un trail, beaucoup plus long de 100 km, 150 km. Il y a quand même des grosses différences en termes de stratégie de nutrition. Ouais. Qu'est-ce qui explique cela? Pourquoi on ne pourrait pas, j'imagine, voilà, sur le marathon, on est plus sur une alimentation glucidique en course. Sur du trail, c'est beaucoup plus varié.
Pourquoi on pourrait pas faire que du glucide sur trail et qu'est-ce qui explique un petit peu ces différences? Alors que du glucide en trail, sur le papier, ça peut se faire. Le truc, c'est que en général, au bout de quelques heures, et je pense notamment sur des triathlètes qui se penchent sur le format soit half, soit Ironman, c'est un peu la même question. C'est qu'en fait, au bout de 4-5 heures, il y a un écœurement quand même au niveau du glucidique. Donc, sur le papier, ce serait possible de faire un trail que au glucidique. L'avantage du trail, c'est qu'en général, il y a des périodes où on marche. Et donc, quand on marche, la digestion est plus facile qu'en course à pied avec beaucoup plus d'impact. Donc, il y a ça. Après, il y a la tolérance digestive de chacun qui rentre en ligne de compte. Où, bah, si à un moment la personne ne tolère que le glucide, bah, il va falloir composer avec que du glucide, peut-être moins concentré et avoir un peu plus d'apport. Mais il y a cette partie-là. Et il y a aussi le fait qu'à partir de 2-3 heures, un apport en protéines est quand même largement recommandé pour prévenir du catabolisme musculaire. Donc le catabolisme, c'est la destruction du muscle. Donc c'est quand même bien d'avoir un apport en protéines. Sur marathon, autour de 4 heures, tous les marathoniens que j'accompagne, il y en a très peu qui intègrent de la protéine, même si je le recommande fortement. Mais en trail, ça s'intègre beaucoup plus facilement. Et vraiment, ce qui est la grosse différence avec le trail, c'est la phase où c'est marché. La digestion se fait beaucoup mieux. Et en général, à partir du moment où on passe sur des grosses distances, il y a quand même des moments où on est quasiment assis. Alors, il y en a qui font le choix de ne pas s'asseoir, mais on est assis à des ravitaux où on peut manger. Donc, il y a quand même cette différence avec sur route. Et sur route, il faut que ce soit efficace et que ça aille vite. Donc, on va pas s'arrêter manger les petites pâtes qu'il y a au ravito. Donc, en Ok. termes de différence, je dirais principalement ça. Ouais, je dirais principalement ça. Ok. Est-ce que du point de vue de l'hypoglycémie réactionnelle, ça pourrait avoir un intérêt aussi? Enfin, je veux dire, par exemple, si sur une course de 20 heures en trail, on se nourrissait qu'à partir de gel, est-ce que ça pourrait poser un problème à ce niveau-là au bout d'un moment? Alors, je dirais que le problème avant l'hyporéactionnel, ça il va être digestif. Ok. Parce que 20 heures à base de gel, le gel est très concentré. Donc, pour moi, le problème, il sera digestif avant d'être hyporéactionnel. Sur 20 heures, je recommande vraiment d'avoir d'autres macronutriments, notamment pour prévenir l'hypoglycémie réactionnelle, mais pas que, parce que de toute façon, notre dépense énergétique, la dépense énergétique provoquée par l'effort ne sera jamais compensée, même à 60 grammes de glucides par heure, ne sera jamais compensée. Donc, au début, on peut apporter que du glucide circulant, c'est très bien, c'est très pratique. Au bout d'un certain temps, c'est quand même bien d'apporter d'autres macronutriments pour combler au mieux les dépenses provoquées. Ok. Pour rebondir sur ce que tu disais sur l'apport en protéines, que tu recommandes même sur marathon, Ouais, c'est vrai que c'est assez rare ouais. d'entendre ça. Est-ce que c'est un intérêt, juste point de vue, récupération, pour améliorer la récupération, ou est-ce que ça a aussi un intérêt du point de vue de la performance? Alors, c'est un intérêt d'un point de vue de la performance aussi, parce qu'il y a des études qui ont prouvé, alors même à partir d'une heure, là j'avoue que moi je mets des petits doutes, je ne vais pas remettre en doute la science, hein, on est d'accord, mais moi de mon expérience, je trouve que c'est plutôt sur des efforts de 2-3 heures, pas forcément à partir d'une heure, mais toujours est-il qu'il a été prouvé que la protéine permettait de prévenir la fatigue et prévenir la douleur aussi, et une meilleure résistance à la douleur à l'effort. Donc, meilleure résistance de la douleur, meilleure résistance face à la fatigue, fait une meilleure performance à la fin. Donc, un apport en protéines qui peut être fait via une boisson d'effort. On part pas forcément sur une barre protéinée. Dans une boisson d'effort, une dose de BCAA permet d'apporter des protéines. La boisson, alors je sais pas si on peut citer des marques, mais la Je boisson sais pas. Isoplus de Decathlon a une quantité de BCAA, permet d'apporter des protéines à l'effort. OK. En parlant justement de boissons de l'effort, qu'est-ce qui est recommandé sur les efforts longs et voilà, concrètement, comment elles sont composées et comment est-ce qu'on choisit sa boisson à l'effort? Parce que j'imagine que les concentrations varient pas mal d'une marque à l'autre et il y en a qui sont meilleures que d'autres, j'imagine? C'est ça. Alors, la boisson, on la choisira de préférence isotonique. Donc, isotonique, ça veut dire que la concentration en nutriments est la même que celle du plasma sanguin.
Ça permet un meilleur échange au niveau de toutes les cellules, une meilleure hydratation, tout ça. On évite absolument qu'elle soit hypertonique, donc ce qui veut dire qu'elle est plus concentrée que le plasma sanguin. Donc toutes les personnes qui se posent la question de est-ce que je peux doubler la concentration de ma boisson pour un même volume, pour avoir plus d'apport dans un petit volume, la réponse est plutôt non, et plutôt avoir d'autres apports glucidiques via d'autres sources, mais de garder cette boisson à un volume isotonique, enfin pas un volume, mais une concentration isotonique, ce sera préférable. À la limite, elle peut être hypotonique, donc ça c'est quand elle est moins sucrée, notamment l'été où il y a besoin de plus s'hydrater, ça sera important. En moyenne isotonique, on est autour de 35 grammes de glucides par portion. Donc voilà, ça on regarde. Après, quand c'est écrit isotonique, il y a quand même un cahier des charges pour regarder ce que veut dire Ok. isotonique. Donc si c'est écrit isotonique et que vous respectez ce qui est écrit sur l'emballage, normalement vous êtes bon. Il faut faire attention aux boissons maison, parce que si vous faites ça un peu à l'œil, des fois c'est un peu limite l'histoire, mais voilà, faut faire attention. On regarde qu'il y a un apport en sodium dans la boisson. Ça va permettre quand même de compenser la perte qu'il y aura eu, notamment via la transpiration, mais pas que. Donc il y a ça à regarder. Après, il y a le goût. Ça paraît bête, mais moi j'ai quand même des athlètes qui sont... Enfin, j'ai des athlètes qui sont prêts à boire n'importe quoi tant que c'est bon pour la perf. C'est un peu comme l'alimentation. Il va falloir s'hydrater pendant 7 heures, autant prendre un truc qui te plaît. Donc voilà pour les points principaux. Après, idéalement, c'est bien quand il y a plusieurs sources de glucides, qu'il n'y a pas que du saccharose, qu'il n'y a pas que du fructose. Attention s'il n'y a que du fructose. Avoir plusieurs sources, c'est bien. Et puis voilà. Ok. À partir de quelle durée d'effort tu penses que c'est important de s'hydrater avec des boissons isotoniques? Et ce serait quoi le risque de ne s'hydrater qu'avec de l'eau? Alors, à partir de combien de temps? Alors, moi, j'ai pour habitude, mais là, pareil, c'est mon expérience professionnelle, c'est pas. Enfin, si, ça se base quand même sur deux, trois trucs scientifiques, mais c'est ce que moi, j'ai trouvé le plus pertinent pour les athlètes, et c'est du cas par cas. Mais à partir d'une heure et quart, une heure et demie, je trouve ça bien quand même d'avoir un apport en glucides. Alors, par exemple, si la sortie dure une heure et demie, j'attends pas une heure et quart pour m'hydrater. Si la sortie dure une heure et demie, à partir des 20 premières minutes, je commence déjà à m'hydrater à la boisson iso pour avoir des premiers apports. Euh, Et c'était quoi la deuxième question? C'est quoi les risques de ne s'hydrater uniquement avec Oui. de l'eau sur les effets à Alors, long? les risques de s'hydrater avec de l'eau, uniquement avec de l'eau, alors ça dépend. Si c'est par exemple un marathon avec que de l'eau et pas du tout d'apport glucidique, même via la nutrition, là, le risque, bah, clairement, c'est le coup de fatigue. Enfin, ça peut aller jusqu'à l'hypo-malaise, ça peut aller assez loin. Donc ça, c'est le risque principal. Après, c'est si vous enchaînez aussi beaucoup d'entraînements qui font plus de 2 heures juste avec de l'eau et sans aucune nutrition, le risque, c'est la blessure, hein, parce que manque de lucidité, ça peut être une chute, ça peut être d'autres blessures aussi, parce que vous n'avez pas l'énergie qu'il faut, donc vont compenser musculairement par d'autres postures qui sont pas les bonnes. Donc voilà. Le risque, sinon le secondaire, ce sera la blessure. Après, si par exemple la boisson isotonique, vraiment ça ne passe pas du tout et que ça passe pas, vous pouvez faire uniquement avec de l'eau. Par contre, il faut que votre nutrition vous permette d'apporter suffisamment de glucides. Ok. Surtout les glucides qui sont importants, du coup, au niveau minéraux, jusqu'à des distances marathon, c'est pas si important que ça. Alors, c'est toujours bien d'avoir un peu de vitamine C, d'avoir un petit peu de magnésium, toutes ces choses-là, ça aide bien. Je pense notamment sur les produits Foxit, nous on a mis de la vitamine C et on a mis du magnésium sous une forme assimilable, parce que tous les trucs où on vous met du magnésium et que vous ne pouvez pas l'assimiler, ça ne sert pas à grand-chose à part faire beau sur l'emballage. Mais le magnésium, à l'effort, ça permet quand même de prévenir des crampes, même s'il n'y a pas que le magnésium qui prévient des crampes. Les crampes, c'est quand même... les origines sont assez mal connues, donc il n'y a pas que ça. Mais si, les minéraux vont être... vitamines et minéraux vont être importants, ouais. Ok. Comment est-ce qu'on détermine nos besoins horaires, on va dire, sur des distances type marathon et plus? Il y a un petit peu ce mythe de il faut 60 grammes de glucides par heure. J'imagine que tu vas me dire que ça dépend. Ça dépend des gens, mais comment est-ce qu'on fait pour estimer ses besoins? Est-ce qu'il y a un minimum au moins à respecter? Alors moi, j'aimerais trouver le mec qui a inventé cette règle du 60 grammes. Parce que vraiment, il a fait un carton. Ce 60 grammes de glucides par heure,
On en a fait une généralité pour le monde entier qui est fabuleuse. Dans le doute, et puis alors, vraiment, notamment sur les réseaux, les gens t'écrivent « il faut 60 grammes de glucides ». Tu sais pas qui a dit « il », mais il faut 60 grammes de glucides. Alors, 60 grammes de glucides, c'est une moyenne qui est certes très bien, mais un, pas atteignable par tout le monde, et deux, pas suffisante pour tout le monde. Donc, c'est une moyenne. Moi, j'aime bien dire qu'on essaie, dans la mesure du possible, on essaie de pas descendre en dessous de 30 grammes de glucides par heure, parce qu'en dessous de 30 grammes, les apports sont vraiment faibles, et ça commence à être compliqué pour vraiment pallier, pour vraiment pallier à la dépense. Après, quand les efforts ont tendance à s'augmenter en durée, quand on passe les 10, 15, 20 heures, l'idée c'est quand même de pas trop descendre en dessous de 40-50 grammes. Plus c'est long, plus il faut que par heure on ait des apports qui soient importants, parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, comme on va pas compenser tout ce qu'on dépense, on accumule une dette énergétique à chaque fois. Donc tant qu'à faire, autant qu'elle soit le plus faible possible. Pour augmenter cette tolérance aux glucides, ça se travaille. C'est vraiment à l'entraînement d'essayer de manger le plus possible. On entraîne son système digestif, on entraîne tout ça. Et au niveau, donc le 60 grammes, c'est une moyenne. Y a Sam Laidlow qui a gagné sur le dernier format Ironman qui disait qu'il était monté à 100 grammes de glucides par heure. Alors, il a des intestins super solides parce que 100 grammes de glucides, c'est énorme. Mais après, il y en a. Moi, j'ai des athlètes qui sont montés à 80-90 grammes et ils digèrent nickel. Donc voilà, après, ça dépend vraiment de la tolérance de chacun. J'ai aussi des athlètes, j'ai galéré à les faire monter à 40 grammes et je sais que je les monterai jamais à 60 grammes, même s'ils font un truc de 20 heures. Voilà. Donc il faut composer un peu avec tout ça, mais pour des valeurs seuil, 60 grammes, c'est une bonne cible, mais c'est une moyenne. Et sinon, on essaye de ne pas descendre en dessous de 30 à 40 grammes en fonction de la durée de l'effort. Ok. Est-ce que par hasard, tu as déjà eu des cas d'athlètes qui étaient diabétiques? Et Oui. si oui, dans ce cas, comment ça se passe du coup au niveau nutrition qui est globalement beaucoup basé sur les glucides du coup? Oui. Alors, j'ai eu un diabétique de type 1 et j'ai eu plusieurs diabétiques de type 2. Alors ça dépend. Il y a vraiment eu plusieurs cas. Donc tous n'étaient pas sous insuline. Certains étaient juste sous traitement. Il y a eu vraiment de tout. Là, pareil, c'est de la connaissance de soi. C'est par contre anticiper beaucoup plus les ravitaillements. Et ce qui a le plus fonctionné chez les diabétiques que j'ai accompagnés, c'est un apport léger en glucides. On reste sur à peu près les mêmes recommandations. Il n'y a pas plus ou moins de glucides ou quoi. Par contre, ce qui a plutôt très bien fonctionné, c'est d'avoir des apports beaucoup plus réguliers par petite dose. Donc d'essayer de maintenir un seuil glucidique relativement stable et de pas du tout créer de pic. Et par exemple, j'en avais un qui avait boisson isotonique, et c'est pas de la contrainte parce que lui ça lui convenait. Il en prenait toutes les 5 minutes, il prenait une toute petite gorgée. Et alors déjà, je pense que ça le rassurait, il y a un effet mental qui est hyper important. Et ça lui permettait d'avoir ce seuil toujours comme il faut. Et il avait des pâtes de fruits avec lui et il en prenait toutes les 10 minutes, il prenait un croc. Donc du coup, la conséquence, c'est qu'on est en permanence concentré sur son alimentation. Parce que toutes les 5 minutes, il faut faire quelque chose pour son alimentation. Donc ça demande quand même de l'espace mental. Mais c'est ça qui a le plus convenu. Et surtout, là où je mets beaucoup en garde sur les sportifs diabétiques, c'est d'avoir des ravitaillements dits de secours. Si jamais, pour une raison X ou Y, il y a un moment, il y a une hypoglycémie, même si avec tout ce qu'on a mis en place, il y a assez peu de raisons que ça arrive, et si jamais il y a une hypoglycémie, on sait qu'il y a un truc de secours. Et évidemment, ils ont la possibilité de s'arrêter. Enfin, on ne met pas sa santé en danger, bien évidemment. S'ils partent courir sur une sortie longue, toujours de prévenir quelqu'un. Sur Garmin, il y en a qui activent le live track pour que... Alors moi, j'ai eu que des hommes dans ce cas-là, mais du coup, leurs femmes suivaient sur le live track si jamais il y avait un problème. Mais ça se fait. Voilà, et une bonne hydratation aussi. Ok. Qu'est-ce que tu penses de l'entraînement à jeun? Que ce soit du point de vue santé, encore une fois, et du point de vue performance, est-ce que ça peut avoir un intérêt? Alors, moi, je suis une grande adepte de l'entraînement à jeun parce que j'adore ça. Parce qu'en termes de confort, moi, je me sens super bien à jeun. Alors, en termes de prévention, pas d'entraînement de plus d'1 heure à jeun et pas d'intensité dans la mesure du possible parce que c'est un peu dangereux quand même, sinon. Si on est sur de l'EF ou même des petites accélérations, il n'y a pas de risque. Après, vous connaissez, vous sentez, vous savez si vous êtes en forme, pas en forme, mais
voilà, c'est un point de prévention à faire quand même. D'un point de vue performance, il y a de tout qui se dit. Les entraînements à glycogène bas vont nous dire que, enfin les études sur les entraînements à glycogène bas vont nous dire que c'est très intéressant pour la performance, que vous allez mieux perfer. Il y a des études qui, sur des protocoles quasiment similaires, vous disent que il n'y a pas d'effet sur la performance. Donc, j'ai pas de réponse tranchée. C'est aussi ça le monde de la science. Je pense qu'il y a d'autres études qui vont être menées parce qu'on est quand même sur un sujet brûlant. Donc, je pense qu'il y a d'autres études qui vont être menées dans ce cadre-là. En tout cas, moi, je trouve qu'à partir du moment où la personne aime être dans cette sensation-là, et ben, elle peut le faire. Ça présente pas de risque majeur. Faut bien s'hydrater. Faut faire attention l'été si on part quand il fait chaud, d'avoir de l'eau avec soi. Et puis, si vous êtes à jeun, mais pour des questions pratiques et que vous préférez avoir des glucides, même sur une sortie inférieure à 1 heure, ne pas hésiter à partir avec une boisson isotonique pour avoir un apport en énergie. Et même si vous n'avez rien mangé avant, vous ne serez finalement pas à jeun et ça vous permettra d'être dans les sensations que vous connaissez. Ok. J'aurais une question aussi, je serais curieuse d'avoir ton avis sur tout ce qui est diète cétogène. Tu vois, j'ai toujours un peu associé ça au régime, régime à pas faire. Ça a été pas mal popularisé d'ailleurs à l'époque avec tout ce qui était régime Dukan, et cetera. Mm. Et c'est vrai que j'avais toujours eu une très mauvaise image de ça. Et assez récemment, je vois pas mal, tu vois, de témoignages, d'ultra trailers par exemple qui testent, cette diète-là, d'entrepreneurs aussi qui vantent un petit peu les bénéfices en termes Ouais. de concentration, de performance, que ce soit physique ou intellectuelle. Toi, c'est quoi un petit peu ton avis là-dessus? Est-ce que ça peut avoir un intérêt du point de vue de la santé, de la performance, ou est-ce qu'il y a vraiment un danger par rapport à ça? Alors, danger, je dirais que oui, quand même à long terme. Alors, je suis pas du tout pour ce régime-là. Si le sujet intéresse les auditeurs, on a Nouchka Diet, donc OK. bon, ça s'appelle Nouchka Smith, mais qui, en tout cas, a fait une vidéo sur YouTube, et sa chaîne YouTube, c'est Nouchka Diet, sur le régime cétogène. Alors, hyper poussé, avec énormément de contenu scientifique, un très bon contenu d'ailleurs, si ça les intéresse. Et elle répond à cette question-là avec un tas d'études scientifiques, qui est une vidéo très bien réalisée. Et je partage vraiment son avis sur le fait de dire que déjà, à vivre, c'est un enfer de faire un régime cétogène. Parce que pour passer en état de cétose, on est en dessous de 20 grammes de glucides. Et 20 grammes de glucides, autant dire, c'est rien. Donc, on supprime des fruits, on supprime certains légumes, on supprime évidemment tous les féculents, on supprime le pain, on supprime énormément de choses. On supprime la pizza, on supprime beaucoup de plaisir quand même du quotidien. Donc, on va au resto, il n'y a rien à manger. Enfin, en fait, il y a plein de trucs comme ça. Et donc, c'est... Enfin, franchement, je suis vraiment pas pour. Et pour le coup, dans les études scientifiques, ça n'améliore pas la performance. Donc, pourquoi aller se mettre autant dans le mal sur un truc qui n'améliore pas la performance? Et j'ai souvent tendance à dire qu'il y a tous les régimes où c'est déséquilibré, il n'y a pas de raison que ce soit miracle. Notre corps, il est fait pour fonctionner avec toutes les familles d'aliments, avec des glucides, des protéines, des lipides. Et ben, il est fait pour il est fait pour évoluer dans cet équilibre-là. Donc, tout régime où on vient déséquilibrer complètement du camp, pareil, le carnage qui est du camp, c'est la même chose. Hein. C'est un truc où tu comprends pourquoi il était radié de l'ordre des médecins, mais et vraiment, c'est complètement déséquilibré. Donc oui, forcément, ça marche. Mais qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui marche sur ce truc-là? C'est qu'en fait, déjà, la personne a arrêté de manger. Hein. C'est ça, hein, c'est qu'il y a eu un déficit calorique. Par contre, elle n'a pas du tout travaillé ses sensations alimentaires. Donc le jour où elle se remet à manger comme elle mangeait habituellement, et forcément, le poids va revenir. Et elle n'aura rien appris sur son alimentation. Donc tous ces trucs où on déséquilibre complètement l'alimentation vont marcher sur court terme parce que on fait un vrai déficit calorique. Pour le coup, on fait un gros déficit calorique puisqu'en général, on enlève une famille d'aliments. Enfin, une famille de nutriments même. Donc forcément, ça fonctionne, mais que sur le court terme. Et pour le coup, le cétogène qui a été mis en avant par effectivement beaucoup sur l'ultra-endurance, dans les études en tout cas, ne prouve pas d'effet sur la performance. OK, c'est intéressant que tu le soulignes. Avant de parler de ta marque, de nutrition Fox Eat, est-ce qu'il y a, quelque chose que tu as envie, d'ajouter sur tout ce qu'on s'est dit, au point de vue nutrition du sportif? Des éléments qui te semblent importants, sur lesquels tu aimerais sensibiliser?
Je pense sur le rapport au corps, parce que le rapport au corps dans les sports d'endurance revient énormément et peut être un énorme frein. Et je dis ça en venant de la danse, hein, donc en étant juste au corps devant des glaces 8 heures par semaine. Donc je vois de quoi on parle. Et dans les sports d'endurance, la comparaison est très vite arrivée dans un groupe, sur une compétition, dans les magasins de sport. Je pense aux trifonctions en triathlon où en fait il faut être taillé comme très fin pour rentrer dans des tailles qui sont nos tailles habituelles. Donc le monde du sport n'aide pas toujours, mais de se dire aussi que notre corps, c'est lui qui nous permet de faire nos performances, c'est notre meilleur allié pour nos performances. Donc si on lui donne pas suffisamment d'énergie, il pourra pas nous donner le résultat qu'on veut. Donc il faut avancer plutôt main dans la main avec son corps que lui faire un combat pendant toute une prépa, c'est pas le meilleur calcul à faire. Ça marche. Si, juste une toute dernière question qui vient de Ouais. me qui me vient. Est-ce qu'il y a des adaptations à faire, point de vue nutrition pour les femmes en fonction du cycle menstruel ou pas forcément? D'être encore plus à l'écoute. Il y a des envies de sucre, très souvent envie de sucre au moment des règles, ce qui s'explique hormonalement, d'être à l'écoute. S'il y a un peu plus de sucre à ce moment-là, et ben, il y a un peu plus de sucre à ce moment-là et de ne pas être dans la culpabilité. Notre corps nous fait, tous les mois, il nous fait un petit chamboulement, et ben, il faut l'écouter, il faut être avec, et puis adapter sa pratique physique. En fonction du cycle, on n'a pas les mêmes possibilités d'être soit explosif, soit endurant, etc. Donc, dans la mesure du possible, adapter son programme d'entraînement à son cycle. Et puis, je vais revenir sur l'hydratation, hein, mais l'hydratation pendant le cycle menstruel est encore plus importante. Donc, s'il y avait une adaptation, c'est presque d'augmenter un petit peu son volume hydrique à ce moment-là. OK. Et les apports Hem, en fer. OK, oui, bien sûr. Du coup, parlons un petit peu de Fox Eat, la Ouais. la marque que tu as fondée. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, comment est né ce projet-là? Alors, Foxit, c'est une marque à destination des sportifs, une marque de nutrition sportive à destination des sportifs d'endurance. Alors, c'est né pendant la fin de mes études. Donc, moi, j'ai fait 5 ans d'études en nutrition du sport. Donc, j'ai été diplômée en octobre 2023. Et j'ai fait un master Donc, après mon bachelor, j'ai fait un master en nutrition du sport. J'ai passé le BTS en 2020, le BTS diététique. J'ai fait le bachelor. Et sur le master, on avait une grosse section agroalimentaire. Donc là, j'ai découvert l'agroalimentaire vraiment que je connaissais pas du tout. Enfin, j'ai fait un stage en agro en deuxième année, mais juste pour me dire au moins j'aurais découvert toutes les facettes de la nutrition. Et là, en fait, j'ai découvert vraiment l'agroalimentaire sur la création d'un produit, la R&D d'un produit. C'était un travail horrible à faire à l'école, mais vraiment un truc mais horrible. Mais moi, je me suis dit, dans la vraie vie, le projet me chauffe bien. Et en parallèle de ça, je faisais mes consultations. Et en fait, sur toutes les consultations où j'accompagnais les sportifs, je lui disais, alors tu prends telle marque, sur telle marque, tu vas diviser la concentration par 2, celle-ci, tu vas la multiplier par 2. Le truc, c'était un bricolage quoi. Sur la fiche de compte rendu, il y avait alors pour telle marque, tu vas la diviser, machin. Donc franchement, c'était pas du tout pro. Et je me disais, pourquoi on va pas créer On a des recommandations scientifiques qui existent, on sait ce qui se passe sur le terrain. Pourquoi on n'allie pas ça pour créer une marque qui correspond aux besoins des sportifs d'endurance? Et donc, c'est ce que j'ai fait avec Foxit. Ça a été 2 ans d'acharnement, pour le coup en parallèle de mes études et en parallèle du cabinet que j'avais à cette époque-là. Donc ça a été beaucoup de boulot, mais de créer voilà, tout un cahier des charges en se disant je veux le produit qui colle le plus possible aux sportifs d'endurance. Donc ça a été aussi des études de marché, ça a été rencontrer des sportifs, ça a été discuter avec eux, qu'est-ce que vous avez envie, qu'est-ce que vous avez besoin, qu'est-ce que vous cherchez. Et le produit est encore en amélioration. Là, tu vois derrière moi, il y a plein de cartons. On est en train d'expédier le crowdfunding qu'on a fait en octobre. Donc, j'attends après les premiers retours clients. Dans tous les colis, il y a un petit questionnaire pour que les gens puissent donner leur avis et qu'on fasse évoluer le produit. Parce on a fait 9 mois de R&D, au bout de 9 mois, on a un produit, il faut le lancer pour qu'on ait des premiers retours. Peut-être qu'il y a des améliorations, je dis peut-être, évidemment qu'il y aura des améliorations à faire, mais si on ne fait jamais tester aux gens, on les aura jamais ces retours. Donc, l'idée, c'était de dire, on lance ce produit, on le produit,
et on voit les premiers retours. OK. Est-ce que tu peux développer un petit peu comment a été conçu le produit, justement, en quoi il est innovant par rapport à ce qu'on Ouais. trouve déjà sur le marché? Donc j'ai travaillé avec un laboratoire d'innovation agroalimentaire parce que c'est très bien. Moi, j'ai fait mes petits tests dans ma cuisine. Après, il fallait passer à l'échelle industrielle. C'était un autre délire. Donc moi, j'ai fait mon petit cahier des charges et après, donc notamment au niveau du sourcing produit, on a mis des vrais fruits. Donc on n'a pas de colorant, on n'a pas d'arôme artificiel. On a mis, alors je dis on, j'ai été toute seule à faire, les recettes, hein, mais dans le produit, en tout cas, des vrais fruits, on y a mis je vais y arriver, j'ai mis aussi, du magnésium, donc c'est du glycérophosphate de magnésium, donc pas de bisglycinate parce que dans la réglementation, il n'y a pas de réglementation autour du bisglycinate. Donc l'État français n'a pas légiféré dessus, donc sans savoir si oui, non, j'avais la possibilité de le mettre, je me suis dit: «Je vais prendre une forme qui est sur la liste des trucs autorisés, au moins on est sûr, il y a pas de problème». Il est bien autorisé pour les compléments alimentaires, mais pas pour les produits alimentaires. Donc, glycérophosphate de magnésium, forme hautement biodisponible, donc bien assimilable à l'effort. On a aussi mis de la vitamine C, donc vitamine C sous forme d'acérola pour que ce soit quand même, pour que ça reste naturel et avoir un apport en vitamine C à l'effort. Vitamine C qui n'est pas cuite parce que la vitamine C perd, la vitamine C en fait disparaît avec la chaleur. D'où on l'intègre à la toute fin de la recette. Ça c'est pour le petit plus pour que la vitamine C reste parmi nous. Et le gros point de R&D, ça a été de supprimer le sirop de glucose. Sirop de glucose extrêmement transformé et très bien pour la texture, mais en termes naturels, on n'y est pas vraiment. Donc on a travaillé avec du miel. Et là, pour le coup, je dis on parce que c'est... On était beaucoup à réfléchir. On a travaillé avec du miel, avec le labo, pour trouver une formule. Alors, on a quand même du sucre blanc. On n'a pas tout enlevé le sucre blanc parce que sinon, c'est trop. En tout cas, sur ce qu'on a fait tester, c'était trop fort en miel. Donc, on est resté sur une texture avec du miel et du sucre. Et le miel nous a permis de supprimer totalement le sirop de glucose. Donc, il y a 0 g de sirop de glucose dans les pâtes de fruits. Et il y a un vrai goût de fruits. Pour le coup, c'est ce qui est ressorti sur les premiers tests. Un vrai goût de fruits et un arrière-goût de miel bien agréable à l'effort. OK. Tout à l'heure, tu nous parlais de formes de magnésium plus ou moins assimilables. Est-ce que tu peux nous dire justement pourquoi qu'est-ce qui fait que le magnésium va être plus ou moins facilement assimilé et pourquoi toi, tu as fait en sorte justement qu'il le soit? C'est une enfin, c'est un alliage de molécules qui fait que c'est plus ou moins pris en compte. Enfin, pour le coup, c'est vraiment biochimique, Ouais, OK. pour savoir si en gros, il y a certaines, formes de molécules que le corps ne sait pas forcément traiter et certaines formes qui sont bien assimilées. Donc OK. ouais, c'est le point. Typiquement, le magnésium marin, est pas le mieux assimilé. OK. C'est quoi le rôle de la vitamine C et du magnésium? Pourquoi c'est important d'en avoir dans le produit? Alors la vitamine C, ça permet de prévenir la fatigue, donc à l'effort, c'est intéressant. Et le magnésium, alors le magnésium, ça aide à la contraction musculaire et surtout, ça permet de prévenir des crampes à l'effort. Dans l'étude de marché, c'est un truc qui est énormément revenu, le fait de personnes qui se plaignent de crampes à l'effort. Il y a certains qui ont dû abandonner des courses pour des crampes à l'effort. Donc ça permet vraiment de prévenir des crampes. Et quand on pense crampe à l'effort, on pense à la crampe au mollet, mais ça permet aussi de prévenir la crampe digestive, donc celle qui va causer le trouble digestif derrière. Et le fait d'avoir mis une forme qui est non laxative, parce que si on fait un truc digeste, on va éviter que ce soit laxatif, ça permet vraiment d'avoir le mieux possible, en tout cas, un système digestif où tout se passe bien. Est-ce que tu peux, développer un petit peu plus en détail les étapes? Une fois que tu as fait tes tests, toi, dans ta cuisine, que tu as Ouais. un produit qui commence à convenir, comment tu passes sur de l'échelle plus grande, justement, après? Donc moi, j'ai fait le choix de me faire accompagner. C'est pas le cas de tous les agroalimentaires, c'est pour ça que je le précise. Moi, je me suis fait accompagner par un laboratoire donc, d'innovation agroalimentaire. Ce laboratoire permet, alors déjà de valider les recettes. Ça permet aussi d'avoir un accompagnement sur la partie, alors je vais pas dire entrepreneuriale parce que c'est pas sur la partie business plan ou quoi, mais sur la partie qui est-ce qu'il faut prévenir, comment on démarche. Eux, ils ont un- un- comment dire, un carnet d'adresses qui est quand même bien plus fourni que moi. Et donc, ça permettait d'avoir des contacts en plus. Donc, le labo, j'ai travaillé main dans la main avec eux pendant, de ce que je disais, 9 mois à peu près.
Et là, plusieurs séries d'essais, on se dit ok, on va tester ça, on va essayer ça. On pousse un peu les tests que moi j'ai fait dans ma cuisine, on essaye de mettre 100% de miel pour voir ce que ça fait. On essaye de voir si on change tel ingrédient par un autre, qu'est-ce que ça fait. On essaye de voir un petit peu tout ça. Et puis arrive le moment où on se dit, bah là c'est bon, on a trouvé notre formule. On part sur celle-là, on valide celle-là. Donc ça c'est une étape difficile, mais il faut finir par y arriver. Et on se dit, bah on valide celle-là et on verra bien. On verra bien. Ensuite, alors ça se fait un petit peu en parallèle, mais c'est la recherche de prestataires fabricants. Donc, qui est le prestataire qui va fabriquer le produit? Gros enjeu, parce que c'est la personne qui va récupérer les fiches techniques, qui va faire les produits, et idéalement, la personne, il ne faut pas qu'elle soit... Enfin, en tout cas, on ne va pas pouvoir aller démarcher une personne concurrente, puisqu'on est sur le même produit, mais il faut que ce soit quand même une personne qui soit en capacité de le faire. Donc, Ok, c'est un enjeu. Voilà. Ok. Et c'est long. Et après, la partie suivante, c'est de chercher tous les à côté, de chercher les emballages, de chercher l'expédition. Les emballages, c'est une tannée, c'est un enfer. J'ai mis plus d'1 an et demi à trouver mes emballages et encore aujourd'hui, il y a des trucs où je me dis, j'aurais peut-être pas fait ça comme ça. Bref. Donc c'est une vraie tannée les emballages, mais il faut les trouver, il faut trouver les bonnes dimensions, il faut trouver les bons grammages, parce qu'une fois qu'on transfère notre recette entre le labo et la partie fabrication industrielle, et c'est pas le même matériel, c'est pas les mêmes outils, c'est pas les mêmes personnes qui travaillent, donc il faut refaire des tests avec eux pour s'assurer que tout fonctionne bien de ce côté-là. Et après, on passe en production et on fait les premières prods et puis on emballe et puis c'est parti. Ok. Aujourd'hui, c'est quoi le principal challenge pour toi pour continuer de développer la marque? Là, l'enjeu là, sur mars-avril, ça va être de faire connaître la marque. Parce que donc on a fait un crowdfunding en octobre qui a très bien fonctionné. J'étais très contente parce que j'ai récolté 4 000 € sur le crowdfunding, là où j'avais un objectif à 2 000, donc j'étais très contente. Ça s'est bien passé, ça a permis de faire une première grosse vague de communication. Donc là, ça y est, le site est lancé, foxit-nutrition.fr. Les gens peuvent commander. Je commence à en parler dans les clubs. J'ai une grosse implantation Enfin, une grosse, tout est relatif, mais par rapport à l'Île-de-France, j'ai une meilleure implantation dans le nord de la France par ma belle famille qui est installée là-bas, avec des revendeurs, avec du sponsoring de courses. Donc c'est très très cool. Mais voilà, s'assurer que tout démarre bien et surtout s'assurer de faire connaître la marque parce que même si on a un bon produit, il faut que les gens soient au courant qu'il existe. Donc, la faire connaître. Ok. Jusqu'à présent, c'est quoi les plus grosses difficultés auxquelles tu as été confrontée, des imprévus, des choses que tu n'avais pas forcément anticipées? Il y en a eu tellement. Alors, un gros point auquel j'avais pas forcément pensé, qui répond à moitié à la question, mais c'est la solitude. Pour le coup, moi, j'ai pas fait une boîte en étant associée. Je suis toute seule dans ma boîte. Alors, j'ai un conjoint extraordinaire qui me permet de réaliser mes projets et qui est là et qui est prêt à emballer jusqu'à 23h30 avec moi des cartons. Mais pour le coup, quand il y a des difficultés vraiment propres au business, je suis toute seule face au problème. J'ai pas un associé sur qui me reposer. J'ai pas... Dans ma famille, il n'y a pas d'entrepreneur particulièrement. Quand j'ai une question de TVA et que le comptable n'est pas là pour me répondre, en fait, on est vraiment tout seul. Et ça, j'ai trouvé que ça a été hyper difficile à gérer. En fait, je pensais pas du tout parce que j'étais déjà en auto-entreprise. Donc moi, je m'étais dit, c'est bon, faire la même chose. Ah, pas du tout. Pas du tout. Ça n'a rien à voir. Donc ça a été un gros point à gérer. Et du coup, pour mon côté perfectionniste, quand le truc n'était pas pile poil comme je voulais mentalement, c'était très dur à gérer. Et puis après, j'ai compris, c'est Aline de The Bee Boost qui dit ça. Chaque problème, il faut pas le voir comme un problème parce que sinon, on s'en fait des montagnes et c'est juste un point de plus sur la to-do list. Et en fait, quand j'ai eu ce déclic-là, déjà, ça allait beaucoup mieux. C'est de se dire, ok, il y a ça comme problème, je ne sais pas encore quels sont les problèmes du jour, c'est bien, il y a des surprises tous les jours, mais chaque problème se rajoute à la to-do list et c'est un point à traiter, c'est même plus un problème. C'est-à-dire que là, j'ai un fabricant qui m'explique que
il va pas pouvoir me livrer dans les temps. J'ai passé commande en novembre. Nous sommes en mars. J'ai toujours pas reçu ma commande. C'est un problème de plus à gérer. C'est juste contacter fournisseur X et voir comment on avance avec lui. Ok, il va me donner une info, je vais traiter. Et en fait, il faut... Et je dis ça avec du recul parce que je le gère pas aussi bien sur tous les problèmes qui arrivent. Mais arriver à le gérer avec voilà, beaucoup de détachement, entre guillemets, parce que c'est notre entreprise et on y pense tous les jours. Mais essayer de le gérer avec beaucoup de détachement. Et puis après, le gros problème auquel j'ai été confrontée, c'est le fait d'être des petites séries. Des petites séries, et les gens, c'est les industriels, la petite série, ça ne les intéresse pas. D'autant plus quand c'est une femme qui est jeune qui leur pose la question. J'ai eu la question de me dire, mais vous avez quel âge quel est le rapport avec ma commande? Donc, je suis persuadée que ça joue. Alors, le fait d'être une femme, je ne sais pas, parce que j'ai jamais eu de réflexion à proprement parler. Par contre, le fait d'être jeune, ça joue. La question de l'âge, on me l'a posée plusieurs fois sur des commandes ou sur des trucs comme ça où on m'a dit mais vous avez quel âge? Je vois pas vraiment le rapport avec la question que je te pose. Donc ouais, la petite série et le fait d'être jeune a quand même beaucoup joué. Ok. Comment tu vois évoluer le projet dans les années à venir? Comment est-ce que tu aimerais... Moi, j'ai plein de projets, j'ai plein d'idées pour Foxit. J'ai une vocation qui est énorme pour Foxit, une ambition qui est énorme pour Foxit. Donc, il faut savoir que si on parle un tout petit peu plus d'entrepreneuriat, Foxit, c'est pas le premier projet entrepreneurial que je lance, c'est même le troisième, donc je commence à avoir une petite expérience. J'ai fait toutes les erreurs possibles et inimaginables qui existent. Donc là, j'essaye de me dire que j'ai appris de toutes ces erreurs et j'en fais encore et j'apprends encore. Mais j'essaye de me dire que les plus grosses, je les ai faites et que là, sur le futur, je mets toutes les chances de mon côté pour que Foxit cartonne et aide un maximum de sportifs parce que c'est vraiment ça la vocation. C'est vraiment qu'il y ait un maximum de sportifs qui puissent finir leur course sans troubles digestifs et sans avoir le coup de fatigue. Il y a une étude où il disait plus de 60% des trailers ont déjà abandonné pour raison de troubles digestifs. C'est énorme. Donc l'idée, c'est quand même de résoudre ce problème-là et avec des produits adaptés et du conseil adapté. Et donc en termes de vocation, c'est de proposer déjà une gamme complète sur la nutrition du sport qui convient à tout le monde. Aujourd'hui, on propose que de la pâte de fruits, mais de proposer aussi de la compote à l'effort. Alors les gels, je suis encore en réflexion parce que pas un gel comme ça existe aujourd'hui. Il faut réfléchir à un autre truc. De la boisson d'effort. Voilà, proposer plein de choses. Une gamme de compléments alimentaires parce que c'est une demande que j'ai déjà eue sur des tout premiers retours que j'ai eus. Moi, en tant que diététicienne, c'est quelque chose que je recommande assez souvent et j'ai été formée sur ce plan-là, donc j'ai une connaissance, une expertise sur ce côté-là et c'est aussi ça qui me différencie de la marque, c'est que je sors pas d'école de commerce, je sors d'une école de nutrition, donc c'est un produit de nutrition qui sort et ça, j'y tiens beaucoup et l'expertise est vraiment au cœur du projet. Et après, à terme, moi, j'aimerais avoir nos propres locaux de production, avoir une petite équipe qui est prête à travailler et à développer et à pousser Foxit. Donc, en tout cas, les projets, ce serait ça. Ah, ok. Juste pour rebondir sur ce que tu as dit sur les gels, c'est quoi le problème selon toi avec les gels du commerce aujourd'hui? Le truc, c'est que les gels, c'est assez difficile pour beaucoup, c'est assez difficile à digérer parce qu'ils sont trop concentrés et pas toujours adaptés en termes de composition. Alors, je vais me faire taper sur les doigts, je le sais, parce que sur mes réseaux, c'est pareil. Oui, il y a des gens à qui ça convient très bien. Mais il y a aussi énormément de gens, et pour le coup, dans les gens que je rencontre, il y en a beaucoup plus pour qui ça ne convient pas. Donc tous ceux à qui ça convient, c'est tant mieux. Mais pour tous les gens à qui ça ne convient pas, j'aimerais qu'on leur propose, et je m'inclus dedans parce que moi les gels, je les supporte pas, mais j'aimerais qu'on propose une solution aussi facile que le gel, parce que pour le coup, le gel, en termes de praticité, il n'y a pas mieux. Mais en termes de digestion, il y en a beaucoup pour qui ça pose problème. Or, la vocation de Foxit, c'est d'aider les sportifs pour qu'il n'y ait plus de troubles digestifs. Donc, si on parle de ce postulat-là, on ne peut pas proposer un produit très pratique, mais qui pose des troubles digestifs à plus de 50%. Donc, il faut trouver, mais je ne l'ai pas encore trouvé, la formulation qui convient pour prévenir des troubles digestifs.
Ok, c'est intéressant. Moi, je serai ta première cliente, je pense, parce que ouais, c'est vrai que je te rejoins sur le côté pratique, mais ouais, faut se forcer un peu, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Par curiosité, c'était quoi tes 2 boîtes, précédentes? Si tu veux en Alors, parler? j'ai fait alors ça c'était on est en quelle année? 2024, c'était il y a 4 ans déjà. Donc pour les calculs, c'est simple, je suis née en 2000, donc 2020, j'avais 20 ans et j'ai lancé une marque de vêtements. Mais je pense que tout entrepreneur qui écoute, va prendre son meilleur fou rire. C'est-à-dire que j'ai monté ça en quoi? 6 mois. J'ai trouvé un fournisseur, j'ai trouvé quelqu'un qui brodait et moi j'avais l'impression d'avoir fait l'idée du siècle, hein. J'ai trouvé quelqu'un qui brodait, les vêtements, j'avais dessiné mes designs, je trouvais ça vachement bien. J'avais fait 2 modèles. Il y avait un modèle danse et un modèle triathlon. Alors je ne sais pas quel public cible fait de la danse et du triathlon à part moi parce que ce sont mes 2 sports le successivement, mais personne fait de la danse et du triathlon en même temps. Enfin, en tout cas, pas de quoi faire un marché. Donc, voilà. Ça, c'était le premier problème. De deux, j'ai pas fait 2 devis à 2 endroits différents. J'ai pris le premier qui tombait bien et qui était pas trop loin de chez moi et ça m'allait bien. Et puis, j'ai fait quoi? Allez, 5-6 publications sur Instagram. J'avais 55 abonnés avec ma tante, ma mère, ma soeur et mon frère, compris dedans. Et là, je me suis dit, ça va marcher. Ça va faire un business. Je sais pas à quelle heure je me suis dit ça va faire un business. Mais je me suis dit, moi, j'avais préparé mon petit planning éditorial et au bout d'une semaine, dans mon planning éditorial, j'avais mis préparation des commandes en live. Mais tu vas préparer quelle commande? Personne n'est au courant que ton truc existe. Déjà, t'as fait 2 photos produits, elles sont moches au possible. Je le vois avec le recul, elles sont moches au possible. T'as pas mis de mise à vendre de produit. Le produit, il répondait à 0 besoin, à part moi qui avais envie de me lancer. Ça, enfin, il y avait rien qui allait dans ce truc-là. Et en fait, pendant 9 mois, j'ai cherché à comprendre pourquoi ça marchait pas. Et mine de rien, cette foirade complète qui m'a coûté 600 €, ça m'a coûté 600 €, mais à la limite, ces 600 €, ils m'ont permis de comprendre l'entrepreneuriat, de comprendre comment fonctionne un produit, de comprendre, ok, c'est quoi le marché cible? Ah, il faut chercher, ça veut dire qu'il faut avoir des clients cibles. Ok, c'est quoi un client cible? Et du coup, de fil en aiguille, je me suis mis à écouter des podcasts, j'ai lu des livres, j'ai acheté des livres. Et en fait, cette première mais boulette au possible m'a permis que chaque jour qui passe, j'ai cherché pourquoi ça marchait pas. Et aujourd'hui, je peux écrire point par point tout ce qui n'a pas marché. C'était assez facile, le cas était facile. Mais point par point, je peux dire ce qui s'est passé. Et donc, mine de rien, cette expérience a été très prometteuse pour la suite. Donc après, j'ai mon auto-entreprise en tant que diététicienne. Donc ça, c'est toujours d'actualité. J'ai mon cabinet. Donc le vendredi matin, je suis chez Anetka à Paris. C'est une péniche avec un grand complexe sportif, une piscine de 50 mètres et tout un espace soins. Et je fais de la téléconsultation à côté. Et j'avais lancé aussi de la formation en ligne pour les étudiants en diététique. Où, en fait, ça a très bien fonctionné au début. Et puis après, par manque de régularité, parce que je me suis mis à écrire un livre en coécriture avec une chef pâtissière qui m'a pris beaucoup de temps. Et donc, en fait, on peut pas être sur tous les fronts. Et donc, j'ai baissé en régularité. Donc, le truc a perdu de la vitesse. Et là, pour le coup, la boule de neige, c'est vraiment elle a fondu, quoi. Et donc, le plus simple a été d'arrêter ce projet-là, mais qui fonctionnait plutôt pas mal. Mais là, du coup, pour me concentrer sur Foxit, pendant 2 ans, l'écriture du livre Révolution Pâtisserie et les consultations et la fin de mes études, quand même, il fallait arrêter quelque chose. OK. Je t'ai pas demandé, c'est quoi l'origine du nom, Foxit? Alors, il y a beaucoup de personnes qui me posent la question et je suis très contente parce que je voulais pas que ce soit un truc évident, donc je suis très contente. Foxit, donc l'idée c'est d'avoir une marque qui est incarnée, ça a toujours été. Incarner ma marque, Foxit c'est moi. Pour le coup, c'est du sport d'endurance, c'est de la nutrition et ça me définit à 1000%. Et donc, l'idée c'était que le nom, sans qu'il y ait écrit Mélanie ou Fréchon dans le nom, me définissent aussi. Et en fait, c'est du coup l'idée. À la base, je voulais un autre nom, mais qui était déjà pris par l'INPI. Donc, j'ai cherché un autre nom à base de brainstorming, à base de mélange de lettres.
et sur une sortie vélo, je suis tombée sur Foxit parce que le renard était dans mes brainstorming, parce que je suis rousse. Ça m'a posé énormément de problèmes en étant jeune, à base de harcèlement scolaire pendant des années et des années. Et aujourd'hui, c'est un petit peu ma revanche d'avoir ma force sur ce côté-là et d'avoir du coup Fox comme nom et It pour la nutrition. Et il se trouve que le renard est un animal hyper endurant, donc c'est nickel. Et en plus, ça m'est arrivé sur une sortie vélo. Le nom m'est arrivé comme ça sur une sortie vélo. J'ai dit, c'est ça. Ok. Pour conclure cette interview, j'ai 3 questions rapides à te poser. Ouais. La première, c'est est-ce qu'il y a un livre qui t'a particulièrement marqué durant ta vie? Alors, au niveau des livres, j'en ai lu plusieurs. Mais enfin, je vais pas forcément dire tous les romans inspirants, tous les machins comme ça. En fait, moi, les livres qui m'ont marqué, c'est les livres sur l'entrepreneuriat. Et je pense notamment à la collection La boîte à outils, qui, moi, m'a servi. Mais alors, pour le coup, je l'ai pris comme un livre. Je faisais page par page tous les trucs et j'écrivais les exercices qui étaient proposés. Et notamment sur le crowdfunding, il y a la boîte à outils, le crowdfunding, qui permet pour les gens qui, encore une fois, ne sortent pas d'école de commerce, hein, parce que quand on sort d'école de commerce, ça paraît simple, mais quand on n'en sort pas, c'est pas toujours le cas. Du coup, ça m'a permis de vraiment construire les bases, avoir des estimations de chiffres et avoir... c'est un livre que j'ai trouvé hyper bien fait. Et toute la collection de boîtes à outils, j'en ai 6, est une collection qui est hyper bien faite. Ok. Deuxième question, quel est le souvenir que tu aimerais laisser derrière toi? Le souvenir de moi, c'est ça? Ouais, de toi, Ouais. de ton impact sur le monde. Je pense d'avoir aidé, sportif ou non sportif, mais d'avoir aidé, d'avoir aidé les gens. Ok, c'est une belle mission. Et pour finir, est-ce que tu aurais une petite anecdote de sport à nous raconter? Oui, alors j'ai une anecdote sur... alors c'était en natation en eau libre, donc la natation en eau libre, j'ai démarré assez tôt. Les premières courses que j'ai faites, j'avais 12 ans, parce que c'est l'âge minimum pour participer aux courses. Et donc c'était à la plage de Sokoa, donc en face de Saint-Jean-de-Luz. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent le Pays Basque. Donc j'avais 12 ans, c'était la traversée de la baie, donc on va de Sokoa à Saint-Jean-de-Luz. C'est une course qui fait entre 1800 à 2000 mètres en fonction de la marée. Et en fait, je m'échauffe, et puis je me tourne, et en fait, je vois Camille Muffat en train de s'échauffer. Et là, je me dis, ok, donc je vais faire la course avec Camille Muffat, tout va bien. Et en fait, au début, tout le monde se pose la question de est-ce que c'est elle, est-ce que c'est elle, puis ça commence à se dire, on était 600 sur la plage, donc ça commence à se voir, ça commence à se dire, ah mais il y a Camille Muffat, il y a Camille Muffat. Et en fait, moi, à cette époque-là, j'étais une fan mais inconditionnelle de Camille Muffat. Et c'est, enfin, j'ai envie de dire toujours le cas, mais elle n'est plus parmi nous. Mais en tout cas, c'est une personne que j'ai trouvée mais admirable. Et donc, je me dis, ok, je vais faire la course avec Camille Muffat. On fait la course de natation. Ouais, elle termine devant moi, hein. Même si elle a attendu son compagnon, elle a quand même mis moitié moins de temps que moi. Et en fait, à la fin de la course, donc elle félicitait tout le monde. En fait, après, j'ai appris qu'elle était invitée par l'organisation et que, voilà, donc elle était là sur place. Elle a félicité tout le monde et arrive remise de podium. Je vois qu'elle va prendre le micro. Moi, ni une ni deux, je vais me mettre devant le podium, sinon j'allais partir. Je la vois devant. Et en fait, remise de prix, premier podium, Mélanie Fréchon. Ah bon? Et donc, coupe remise par Camille Muffat, podium avec elle et tout. Donc, et elle est décédée quelques années après, mais voilà, ça a été un moment que j'ai adoré, et comme quoi le sport provoque de très belles émotions. Merci pour ce partage. Et ben, on arrive tout doucement à la fin de cette interview. Ouais. Merci beaucoup d'avoir passé un petit peu de temps avec moi. Merci beaucoup à toi. Pour ceux qui veulent en savoir plus sur toi et sur Fox It, où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, on peut me retrouver sur Instagram. Donc, mon compte de diététicienne, c'est Mélanie Fréchon, tout simplement. Sur TikTok, c'est Mêle-toi de ton assiette. Et pour Foxit, c'est foxit.nutrition. Et là, pour le coup, sur tous les réseaux, sur Internet, tout est foxit.nutrition. Ok, je mettrai les liens en description. Merci. Sur ce, je te souhaite une bonne fin de journée et beaucoup de réussite pour tes projets. Merci beaucoup, et tout pareil pour toi. Merci. Merci d'être resté jusqu'au bout de cet épisode. Si vous avez passé un bon moment, le meilleur moyen de nous le faire savoir, c'est de prendre 2 minutes pour vous abonner et laisser une revue 5 étoiles sur Apple Podcast et ou votre plateforme d'écoute préférée.
Si vous nous regardez sur YouTube, pensez bien à vous abonner à la chaîne et à laisser un commentaire, ça aide au référencement. Je compte sur vous, c'est important, surtout au démarrage, donc merci beaucoup à tous ceux qui le feront. Sur ce, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode du podcast Peace and Flow.